Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une machine absolument incroyable, notre cerveau. On va essayer de comprendre comment il est aux commandes de nos émotions, du plaisir et même de notre sexualité. C'est un sujet vraiment passionnant qui aide à mieux se comprendre. Allez, c'est parti. Alors, la grande question qu'on va se poser est assez simple finalement. Qu'est-ce qui motive et influence notre sexualité ? Est-ce que tout est une histoire de gènes, d'hormones, ou bien est-ce que notre culture, nos expériences personnelles ont aussi leur mot à dire ? On va mener l'enquête ensemble pour y voir plus clair. Pour bien organiser nos idées, voici le plan. D'abord, on va commencer par les bases, le cerveau et la mécanique du plaisir. Ensuite, on fera un petit comparatif avec le monde animal, histoire de voir ce qui nous différencie. On abordera aussi des notions super importantes comme l'identité et l'orientation sexuelle. Après ça, place à la pratique. On va apprendre à analyser des données comme un vrai scientifique. Et pour finir, on reliera tout ça à la société dans laquelle on vit. Allez, on attaque. Première partie donc, le plaisir c'est avant tout une affaire de cerveau. Et oui, pour comprendre la sexualité, la première chose à faire c'est de comprendre comment fonctionne la mécanique du plaisir là-haut dans notre tête. Bon, le concept vraiment central ici, c'est ce qu'on appelle le système de récompense. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un groupe de structures dans notre cerveau qui s'allume, qui s'active quand on vit une expérience qui nous procure du plaisir. Et attention, ça ne se limite pas à la sexualité. Ça marche aussi quand on mange un truc super bon, quand on a une bonne note à un contrôle, ou même, oui, quand on reçoit un like sur une publication. Justement, ce schéma nous montre un peu à quoi ressemble ce fameux circuit. On peut l'imaginer comme une sorte d'autoroute de l'information dans le cerveau. Certaines zones bien précises s'activent et communiquent entre elles avec des messages chimiques. C'est un peu comme si le cerveau se disait à lui-même « Hey, ça c'est génial, il faut recommencer !» C'est vraiment ça, le moteur de notre motivation. Et pour qu'on se rende bien compte de la puissance de ce système, il y a cette histoire incroyable. Dans les années 60, au cours d'une étude clinique, des scientifiques ont stimulé cette zone directement dans le cerveau d'un patient. Le résultat, le plaisir ressenti était si intense qu'il protestait à chaque fois que la stimulation s'arrêtait. C'est dingue, non ? Ça montre bien à quel point ce circuit est fondamental pour nous. Alors, le messager chimique principal dans toute cette histoire, c'est la dopamine. C'est un nom à retenir. La dopamine, c'est un neurotransmetteur. On pourrait l'appeler la molécule de la motivation ou du plaisir. C'est elle qui est libérée quand le système de récompense s'active et c'est elle qui nous donne envie de rechercher à nouveau ces expériences agréables. Ok, super. Maintenant qu'on a posé les bases sur le cerveau, on passe à la deuxième partie. On va faire une petite comparaison. Humains contre autres animaux. Qu'est-ce qui rend la sexualité humaine si particulière finalement ? Eh bien, la différence, elle est énorme. Chez la plupart des autres mammifères, la sexualité, c'est quasi un réflexe. Tout est contrôlé par les hormones. Si on pense par exemple à la période des chaleurs ou le strus, on voit bien que c'est très cyclique, très programmé. Chez l'être humain, c'est une toute autre histoire. C'est notre cerveau, avec nos pensées, nos émotions, nos affects, qui est vraiment aux commandes. La sexualité humaine n'est pas uniquement liée à la reproduction. C'est aussi et surtout une question de sentiment, de lien à l'autre. Prenons un exemple concret, cette expérience sur des brebis. C'est très clair, des scientifiques ont injecté une hormone, l'œstrogène, à différentes doses. Et le résultat est sans appel. Plus la dose augmente, plus le pourcentage de femelles qui acceptent l'accouplement augmente. On voit bien le lien direct. C'est la preuve flagrante que chez cet animal, ce sont les hormones qui dictent le comportement sexuel. Chez l'être humain, évidemment, ce serait beaucoup plus complexe que ça. On attaque la troisième partie. Là, on va aborder des notions plus personnelles qui touchent à la question fondamentale « Qui suis-je » Il s'agit de l'identité et de l'orientation sexuelle. Ce sont des concepts vraiment importants pour se comprendre soi-même, mais aussi pour comprendre les autres avec respect. Alors, l'identité sexuée, c'est un peu comme un puzzle à 3 grandes pièces. Il y a d'abord le sexe biologique. Ça, c'est lié à nos chromosomes, à nos organes, bref, à notre corps. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le sexe psychologique. C'est le sentiment intime d'être un homme, une femme, ou de ne se reconnaître dans aucune de ces 2 catégories. C'est vraiment un ressenti personnel. Et enfin, la troisième pièce, c'est le sexe social. Ce sont les rôles, les comportements que la société dans laquelle on vit attribue aux hommes et aux femmes. L'identité d'une personne, c'est la façon unique dont ces 3 composantes s'articulent. Et point très important, il ne faut surtout pas confondre l'identité sexuée et l'orientation sexuelle. Ce sont 2 choses différentes. L'orientation sexuelle, c'est l'attirance, qu'elle soit émotionnelle ou sexuelle, que l'on ressent pour d'autres personnes. Ça peut être pour des personnes du même sexe, du sexe opposé ou des 2. Le truc à bien retenir, c'est que l'identité et l'orientation sont indépendantes. Pour le dire simplement, l'identité, c'est qui je suis, et l'orientation, c'est qui j'aime. Pour que ces concepts ne restent pas abstraits, écoutons ce que dit Lena, une jeune fille transgenre. Elle témoigne de ce qu'elle a ressenti à la puberté, ce moment où elle a réalisé que son corps évoluait d'une manière qui ne correspondait pas à qui elle se sentait être. Elle s'est reconnue dans les histoires d'autres personnes transgenres.
Son témoignage, il est très fort, parce qu'il illustre parfaitement ce décalage possible entre le sexe biologique et le sexe psychologique et l'importance de ce dernier dans la construction de soi. Allez, 4e partie, et là on met la casquette de scientifique. Parce qu'en SVT, le but ce n'est pas juste d'apprendre des choses par cœur, c'est surtout d'apprendre à raisonner. On va donc s'entraîner ensemble à analyser un vrai document scientifique. Alors voilà notre document. C'est un graphique qui présente 2 courbes pour une jument, en haut son activité sexuelle et en bas sa concentration en hormones, le tout au fil des saisons. Prenons juste un instant pour l'observer. Qu'est-ce qu'on remarque au premier coup d'œil ? Alors comment on fait pour analyser un graphique comme celui-ci de manière scientifique ? C'est simple, il y a une méthode en 3 temps. Premier temps, décrire. C'est le fameux « je vois que ». Par exemple, je vois que le pic d'activité sexuelle de la jument arrive en même temps que le pic de concentration d'une certaine hormone. Deuxième temps, interpréter. C'est le « j'en déduis que ». Ici, on pourrait dire « j'en déduis qu'il y a probablement un lien entre cette hormone et ce comportement ». Et troisième temps, conclure. C'est la synthèse. Donc chez cet animal, les hormones semblent être un facteur qui contrôle le cycle sexuel. Voilà, c'est ça la démarche scientifique. Décrire, interpréter, conclure. Et on arrive à la dernière partie. Maintenant qu'on a parlé de biologie, de cerveau, d'identité, on va faire le lien avec la société. On va voir comment la science peut nous éclairer sur un sujet important, les stéréotypes. D'abord, c'est quoi un stéréotype ? Eh bien, c'est une croyance, souvent erronée, et très simplificatrice sur un groupe de personnes. C'est une sorte d'étiquette qu'on colle, basée sur le genre, l'origine. Le point crucial, et toute notre démarche scientifique le confirme, c'est que ces stéréotypes n'ont aucun fondement biologique. Zéro. Leur origine est purement sociale et culturelle. Et le problème, c'est que ces stéréotypes ne sont pas inoffensifs. Ils ont des conséquences très concrètes. Tenez, il y a une étude en psychologie qui est super intéressante à ce sujet. On a fait passer un test de maths à des filles. Au premier groupe, on a dit « Attention, ce test est connu pour montrer des différences de niveau entre filles et garçons ». Résultat, leurs notes ont baissé. À l'autre groupe, on a dit « Ce test ne montre aucune différence ». Résultat, leurs notes étaient aussi bonnes que celles des garçons. C'est une preuve incroyable que le simple fait de croire à un stéréotype peut nous auto-limiter et influencer nos performances. Alors, pour conclure, tout ça nous amène à une grande question. Est-ce que notre biologie nous définit entièrement ? Après tout ce qu'on a vu, la réponse semble être non. La biologie nous donne un point de départ, un certain matériel de base, mais notre éducation, notre culture, nos expériences et nos choix personnels jouent un rôle immense dans ce que nous devenons. On est bien plus qu'une simple somme de gènes et d'hormones. Voilà, j'espère que cette petite exploration a permis d'y voir plus clair. Si cette vidéo a été utile, un pouce bleu fait toujours plaisir et ça aide d'autres à la trouver. On peut aussi s'abonner pour ne pas rater les suivantes. Merci et à très bientôt.